J'ai toujours dit que les États-Unis étaient un adversaire, mais pas un ennemi, dans la mesure où c'est une civilisation qui est assez proche de la civilisation européenne. Deuxième chose, ça très important, les États-Unis sont un adversaire, il ne faut pas faire... pas qu'elle s'éloigne Ah oui, enfin, elle s'éloigne tout en nous rapprochant. Tout à fait, mais il ne faut pas faire des États-Unis un ennemi absolu, je dirais. Il faut faire un adversaire, au sens de Carl Schmitt. Il distinguait l'adversaire, D'accord. ce que les Grecs appelaient, ce que les Romains et les Grecs, il y avait deux mots différents pour désigner l'adversaire de l'ennemi. L'ennemi, c'est pas ça. L'ennemi, c'est ce que j'ai défini tout à l'heure, c'est le tiers-monde sous la bannière de l'islam avec les collabos qui l'entourent. Les États-Unis, c'est un adversaire, un concurrent. Maintenant, sur le plan économique, il est évident que dans tous mes livres, j'ai jamais été un libéral au sens actuel du mot. Par contre, j'ai développé une théorie économique qui est la même que celle de ce qu'on appelle l'école historique allemande, c'est-à-dire un libéralisme intérieur et un dirigisme extérieur. C'est-à-dire un système néo-autarcique dans lequel il y aura une autarcie des grands espaces, dans lequel un ensemble comme ce que j'ai appelé l'Euro-Sibérie pourrait exister économiquement, avec un libre-échange, un énorme marché intérieur qui pourrait fonctionner de manière relativement autonome, en sachant que je suis tout à fait opposé, évidemment, au système de libre-échange mondial actuel et à ce qui se passe dans l'Union européenne. Il peut y avoir de démocratie, d'homogénéité, d'unité que dans le cadre d'une nation. Et c'est pour ça que quand j'ai défendu l'idée d'Euro-Sibérie, ou même d'empire européen, je partais du principe que tous les Européens, finalement, malgré leurs grandes divergences, sont quand même parents les uns avec les autres. Je me sens plus proche d'un Lituanien ou d'un Russe de Barnao en Sibérie centrale, je suis désolé, que d'un francophone africain des Antilles. Sur le plan, ne serait-ce que sur le plan des mentalités, c'est absolument certain. Même si on n'a pas la même langue, même s'il y a de grandes différences. Donc moi, toute ma pensée repose là-dessus. Et on me critiquera, mais je dirais pour moi l'idée de nation, comme l'idée d'empire, d'ailleurs c'est question de mot, tout ça, ne peut reposer que sur une certaine homogénéité ethno-culturelle et biologique. Balade-toi à Saint-Pétersbourg, fais-moi la différence, prends 10 personnes dans la rue de Saint-Pétersbourg, il y a que des blancs. Eh ben dis-moi, je te dis, un type de la rue de Saint-Pétersbourg, il est de Saint-Pétersbourg ou il est de Clermont-Ferrand. Il sera incapable de faire la différence. Par contre, tu te dis, celui-là, il est de Saint-Pétersbourg ou il est de, même francophone d'ailleurs, il est des Antilles. Ben, il est des Antilles, évidemment. Bon, il n'y a pas la même mentalité, il n'y a pas les mêmes réactions, il n'y a pas tout ça. Moi, j'ai beaucoup voyagé, je suis pas comme les sociologues parisiens qui restent dans leur bibliothèque, rien foutre à se branler, quoi, tu vois. Oui, ils voyagent un petit peu. Ils vont en vacances au Maroc, Bien sûr, mais ça, c'est la culture. Mamounia. Oui, à la Mamounia, mais ce qui compte, c'est le comportement. Il y a des trucs qui se passent à la Mamounia. Le comportement de base. Prends toutes les Françaises qui se marient avec des Maghrébins, qui se marient avec des Noirs, même francophones, etc. Tu vois comment ça se passe. Prends les Français ou les Allemands, etc., qui se marient avec des Slaves ou avec des gens de race blanche, d'autres. Ça se passe pas comme ça, je veux dire, statistiquement. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire, moi? C'est de construire une idéologie globale à travers pas mal de mes livres, dont le livre Pourquoi nous combattons, qui a été traduit en allemand, en russe, en hongrois, en espagnol, en italien, etc. Bon. Donc moi, mon but, ça a été de construire pour toutes, je dirais, ce qu'on appelle les milieux identitaires européens au sens très large. Une idéologie globale, c'est-à-dire qu'un axe idéologique et doctrinaire global. À partir de là, il faut une mobilisation militante. Une question de... Oui, d'ailleurs, quand vous parlez de militantisme, quel conseil donneriez-vous à un jeune militant? Bah, le conseil que je lui donnerais... À part monter les escalators à l'envers. Le premier conseil que je lui donnerais dans la société actuelle, c'est d'abord d'acquérir un pouvoir, de rester militant, mais de pas être un militant contemplant qui se satisfait de son, je dirais, le fait de pas avoir de pognon, de pas bosser, de concilier sa puissance dans la société et son militantisme. On ne peut pas réussir. Il faut imiter les trotskistes. Un vrai militant, c'est quelqu'un qui cherche à avoir dans la société un vrai pouvoir, et qui cherche pas, d'ailleurs, qui fait des compromis. Il faut faire des compromis. Qui cherche à avoir du pognon, qui cherche à avoir de la puissance, qui cherche à avoir des moyens, mais qui garde en lui-même, comme le disait Machiavel dans ce livre fondamental qui s'appelle Les Principes, des principes beaucoup plus intéressants que le prince, qui est une sorte de plaidoyer pro domo sans grand intérêt, et qui cherche toujours à garder son axe. Mon prochain bouquin, ça s'appellera Sexe et dévoiement. Donc ça sera sur tous les problèmes de sexualité au sens très très large, au sens extrêmement large, le mariage, tout ça, bon, etc. Voilà. Et mon avant-dernier bouquin sur
question juive, a fait beaucoup de polémique. Bah, ouais, justement, parlons Voilà. un petit peu, donc, là, de ton actualité, c'est cet ouvrage que j'avais dans les mains il y a... Est-ce que tu peux résumer la thèse Donc, centrale de l'ouvrage et expliquer en quoi il a fait polémique? Moi, ce que j'ai dit simplement, c'est une chose très simple, c'est que j'ai essayé de faire d'abord une histoire du judaïsme, une histoire pourquoi les Juifs ont posé problème. Donc, il y a eu plusieurs époques, donc il y a toute une partie historique dans mon livre, et qu'aujourd'hui, on est entré dans une autre logique après la Deuxième Guerre mondiale, où on observe, après le problème de la Shoah, etc., plusieurs choses. On observe d'abord le fait qu'il y a un nouvel anti-judaïsme en France qui est le fait des Arabes. Et surtout, le message central que je voulais délivrer, c'est que dans beaucoup de milieux, je pense qu'il faut en terminer avec il faut en terminer avec l'anti-judaïsme, l'antisémitisme comme base un peu centrale, souvent disons l'antisionisme aussi, d'une mobilisation, vu que c'est, à mon avis, c'est un détournement d'attention. C'est pas quelque chose de, pour moi, fondamental, quoi. Et puis alors, ils sont partis, mais pas du tout. Bah, c'est-à-dire que j'ai analysé un certain nombre de choses parce que moi j'ai une formation d'économiste. Bon, on m'a dit les Juifs dominent le monde, c'était vrai économiquement jusqu'aux années disons 50, mais j'ai fait une grosse analyse. C'est un bouquin qui est très documenté sur le plan économique. Actuellement, ceux qui dominent le monde au point économique financier, c'est en gros c'est les asiatiques, c'est les arabo-dollars. Et c'est les fonds de pension américains qui n'ont absolument plus rien de juif et que la banque juive s'est effondrée. Un exemple, la banque Rothschild, qui était la 4e banque mondiale en France en 67, 4e banque mondiale, est actuellement la 57e place. Sur France 3, il y a un intellectuel juif qui a déclaré que j'ai fait un livre hyper antisémite parce que j'avais déclaré que les juifs ne dominaient plus le monde. J'ai dit que tout le combat de ce qu'on appelle les révisionnistes ou les alors là c'est un côté sacré chez les juifs comme c'est les gentils juifs d'ailleurs c'est un côté sacré le révisionnisme ou le négationnisme. Bon, je ne juge pas sur le fond, je suis pas historien, mais j'ai fait ce constat. J'ai dit mais tout votre combat ne sert absolument à rien politiquement. Mais à côté de ça, tu publies également donc une revue papier. Ouais, qui s'appelle Signal d'alarme. Avec quelle périodicité la revue? C'est un mois, mais comme je suis toujours en retard, c'est plus d'un mois. Et c'est de l'actualité nationale, internationale. C'est commentaire de l'actualité, voilà. Guillaume, merci pour ces explications, ces précisions. Un petit mot pour la fin, parce qu'on va arriver à la fin de... je pense que l'essentiel c'est de rêver, l'essentiel c'est d'avoir la foi, l'essentiel c'est de toujours être à la fois rationnel, mais en même temps rêveur et d'avoir une foi dans l'avenir, de militer, c'est-à-dire de combattre, en sachant que de toute façon l'organisation vient toujours après, de jamais baisser les bras, d'avoir toujours un idéal, d'avoir toujours un rêve dans la tête, faut toujours avoir un rêve. Il faut toujours, et j'ai beaucoup aimé la critique que tu as fait tout à l'heure. Béatrice, voilà. Parce que Mademoiselle S, parce que on sentait une foi, quelque chose. Donc il faut toujours avoir une foi, il faut toujours avoir une ardeur, une volonté. Il faut jamais se laisser aller dans le monde bourgeois, où finalement l'idéal central est d'avoir sa petite télé à écran, comment on appelle ça maintenant, les écrans plats, qui en plus est extraordinaire. La force de la pub, c'est moins bon que les anciens écrans. L'image est moins bonne, mais les gens sont tellement mobilisés par la pub, ils croient que c'est meilleur. Guillaume Fay encore. Merci. Un grand merci Guillaume. À la semaine prochaine, tout le monde. Bonsoir. bonsoir.